vous êtes sur Radio Saint-Chaîne, la radio qui laisse la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Saint-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Vous êtes avec à l'antenne Vince Fasciani avec son vincianisme numéro 14 et Diego à la technique. Et puis on a un peu improvisé cette émission, mais quand même on y est. En fait, je dois quand même me justifier un petit peu de mon absence. Depuis 7 mois que je ne fais plus cette émission, j'étais fortement malade. Je me suis trouvé à choisir entre la morgue et l'hôpital. J'ai trouvé l'hôpital, j'ai trouvé ça très chouette. Et puis voilà, je reprends, les affaires reprennent. Donc, ce que je voulais vous dire, une petite phrase de Sénèque pour nous mettre en bouche. Légers, les soucis sont bavards. Immenses, ils se taisent. C'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien. Et c'est une phrase de Sénèque, il y a bien 2000 ans ou plus même, je ne sais plus. En tout cas de l'ancienne Grèce. Donc là, je vais faire une petite introduction. On va parler un peu des choses qui se fâchent. Quand je reprends les affaires, c'est comme ça, c'est-à-dire la politique, la religion, tout ce qui fâche un peu. Mais j'espère que vous n'êtes pas fâchés. En tout cas, pour moi, c'est toujours la même chose. Ma devise, vous la connaissez, j'espère, aimer, comprendre, agir. Alors, je présente cette série de textes qui sont déjà dépassés. Bien sûr, tous les textes sont déjà dépassés les moments qu'on les finit. Alors, je suis anarcho-spinozien et adepte depuis mon enfance de l'égalité entre les genres et les races, attentif à trouver des solutions pour diminuer la domination entre les classes sociales. Je suis aussi un bon lecteur et quand j'écris des réflexions en lisant en même temps 4 ou 5 livres qui se trouvent éparpillés sur ma table de chevet, je me transforme en collagiste et en voleur. Je prends des bouts de phrases et j'en fais des collages. Des phrases entières et je deviens cambrioleur, gentleman cambrioleur, pour finir par composer mes propres pensées, en partie avec les pensées des autres, en partie avec les miennes, et ça finit par donner ces textes de pensées éparses, éperdues, mais offerte. N'ayant plus tellement besoin de reconnaissance, ou si peut-être encore besoin de quelqu'un qui m'observe, j'ai tout de même l'impression de n'avoir plus d'endroit où aller, ou plutôt que le chemin devient le chemin lui-même. La réalité, comme tout ce qui existe, tout ce qu'on a. Je partage avec Baruch Spinoza, 1632-1677, quand par réalité et perfection, il entend la même chose. Il désigne par là l'ensemble du réel ou la nature comme une et infinie. J'écris ces textes quand je croyais que chaque mot avait un sens, une signification, un but, que c'était une parole juste. Je m'accrochais un peu naïvement à mon désir de vérité. J'ai décidé tout de même de vous les dire à l'antenne, car ces textes sont à prendre comme des ingrédients. À vous de prendre de vos bonnes proportions, préparer et cuire votre cuisine et la déguster fraîche et vivante à votre goût. Je me suis depuis métamorphosé en un animal poète, un suricate, parfois surnommé sentinelle du désert. Une paupière transparente protège ses yeux lorsqu'il creuse le sable. Grâce à mes paupières philosophales, je me dresse sur les pattes arrière de mes pensées et je communique ainsi par des cris maladroits pour prévenir de je ne sais quel danger. Je m'exprime presque exclusivement avec la poésie, mais heureusement, en cas de disette, je suis capable d'abaisser mon métabolisme au point qu'un vers ou une pensée peut me suffire pour la journée. Quand je relis ces textes disparates et de qualité bien inégale, j'ai une forte envie de les passer à la broyeuse. Mais si une réflexion, quelle qu'elle soit, pourrait saisir favorablement une lectrice ou un lecteur, dans ce cas une auditrice et un auditeur, je me dois allègrement de lancer avec force une bouteille à la mer. Après tout, ce n'est qu'un petit livre de pensée multiforme. J'aimerais tellement écrire comme on cultive l'agapanthe, qui est une plante vivace à rhizome,
grosses racines charnues. Durant l'été, les fleurs, petites trompettes en cercle, se déclinent en de nombreuses nuances de bleu. Et comme mes pensées, elles demandent du plein soleil et de la chaleur pour bien fleurir, sans trop se prendre la tête. Bon, vous voyez que l'émission, elle a été construite en été. Hein. Là, c'est un peu froid. Mais une chose est sûre, c'est que les journées pluvieuses, grises et même froides sont néfastes à leur floraison. J'ai eu besoin d'écrire pour dompter un tant soit peu la meilleure synchronisation de mon état mental avec mon état physique. J'ai essayé de me créer par l'écriture en prose un modèle de vie à travers lequel tout puisse se dérouler harmonieusement. Je regarde devant moi au loin une étoile fixe qu'il faudra dépasser une fois encore. Et La paupière philosophale est un livre que j'ai emprunté le titre de Gerasim Lucas aux éditions Corti. Nous revoilà à l'antenne, toujours avec Diego à la technique et Vince Fasciani dans ce Vincianisme numéro 14. Donc là, cette fois, on passe aux choses sérieuses. Enfin, il n'y a rien de vraiment sérieux dans la vie, mais voilà. Pensée provisoire et vécue. Alors, en plein chantier sociétal, tout est politique, religion, science et croyances. Chacun de nos gestes, de nos propos, de nos comportements agissent dans un monde proche et lointain. Ils changent le monde. De ne pas changer le monde, c'est changer le monde. Ce complexe vivre ensemble propose de garder la flamme de l'utopie et de l'espoir malgré une réalité apparemment immuable. L'action politique, individuelle ou collective, est nécessaire mais pas suffisante pour répondre aux questions que l'être humain se pose. C'est une des raisons qui me pousse à consacrer une petite heure par jour à la réflexion. Je m'efforce de suivre cette voie au plus près de mes capacités, tout en me demandant si grâce à mon effort, j'ai réussi à accompagner mes pensées que j'espère de plus en plus adéquates à l'action. Aimer, comprendre, agir. Je me suis aussi demandé si j'étais resté sur le seuil, incapable d'évoluer malgré l'effort consenti. Je sais que la pensée n'est qu'une aide extérieure qui soutient, appuie et guide, mais l'action reste la base du vécu. Je m'astreins à ce bref bilan pour évaluer à la fois mon degré plus ou moins avancé d'engagement dans la cité. Je vous livre en libre cours mes observations sur notre monde et sur les pièges dans lesquels nous nous sommes peut-être tous fourrés. Ces pérégrinations, certes provisoires, elles sont néanmoins vécues. Je vais d'abord vous parler de croyances religieuses et ensuite, il faut que je trouve la page, voilà, encore un petit moment, parce que là je suis toujours un peu... c'est connu que les gens sensibles, c'est les gens maladroits. C'est génial, on est en direct, tout va bien. Alors maintenant, on va parler des croyances religieuses. C'est pour ça que je me suis dit que si, au hasard, dans les derniers siècles, Dieu est mort, Marx est malade et moi, je ne me sens pas vraiment trop bien. Mais je me suis toujours demandé si une religion originelle avait existé au seuil de l'humanité. Si le fait religieux était inscrit dans son ADN. En me posant cette question, j'ai parcouru quelques textes d'études de paléoethnologie et je me suis arrêté plus particulièrement sur celui d'Emmanuel Anati, La religion des origines aux éditions Bayard. La troublante ressemblance des cultes funéraires sur l'ensemble des lieux préhistoriques signifie-t-elle que les hommes avaient une vision commune de l'au-delà ? La convergence des modèles artistiques et culturels permet-elle de croire à l'existence d'une religion unique, inhérente au fonctionnement mental de l'homme, qui se serait ensuite diversifiée en des multiples systèmes religieux ? Il est possible que toutes les religions des 40 derniers millénaires proviennent d'une même et unique matrice primitive que l'on pourrait qualifier de religion des origines. Cette religion des origines semble être fondée sur une relation entre les différentes composantes de la nature ainsi que sur celle des êtres humains entre eux. D'où la nécessité de règles éthico-morales entre l'homme et les forces qui le font persévérer dans son être,
et celles qui lui permettent d'élaborer collectivement des ébauches de solutions aux problèmes existentiels. Au moins 3 éléments sont universellement présents dans les religions. Le comportement ritualiste, des attitudes particulières en présence de la mort et le traumatisme résultant de la confrontation avec les phénomènes naturels extraordinaires, et ceux aujourd'hui inhérents à la sauvegarde urgente de la planète. Aujourd'hui encore, chaque groupement humain, chaque population dispose de mythes d'origine qui concernent la culture, l'espèce humaine et la nature. On pourrait conclure, sans trop approfondir, que tous les mythes et légendes s'expriment sous la forme d'initiation et deviennent des rites de passage, éparpillés sur toute la Terre, de la préhistoire à aujourd'hui. On constate aussi que les grands invariants de la pensée symbolique de tous les peuples puisent tous à ce fond immémorial. Ne vous fâchez pas, on passe aux croyances politiques. Attention. J'espère qu'ils ne vont pas me prendre en arrestation tout à l'heure. Alors, croyances politiques. Par le biais de la politique, on peut réfléchir, agir et proposer des axes d'engagement humain capables de transformer favorablement notre vivre ensemble, et ce, depuis la nuit des temps. Malheureusement, à mon avis, notre société contemporaine de spectacle a transformé chaque personne en une marchandise. Même les valeurs humaines vendues aux plus offrants sont échangées contre un besoin maladif de reconnaissance. L'être humain a tendance à simuler et parodier aussi bien sa présence au monde que ses idées, et même le sens qu'il donne à sa vie. Devenu un homme unidimensionnel, il se transforme peu à peu en un fantôme décharné de lui-même. Il en usurpe jusqu'à sa vraie personnalité. La société consumériste et hédoniste qui est apparue dans le monde occidental à partir des années 60 refoule l'usage explicite du concept de morale ou l'utilise à tout va, selon les intérêts du moment et sans aucune traçabilité d'une pensée organisée et organique de conscience et de justice. Le politiquement correct, le langage codifié et utilitaire du bon comportement social sont apparus pour marquer ce qu'on appelait jadis la morale, certes limitée mais utile à la communauté humaine. Une grande partie des qualités et des fautes autrefois rangées dans la catégorie de la morale sont devenues soit anodines, soit inversées. C'est plutôt la jalousie et la compétition qui sont vantées par la publicité comme des vertus. La loi, soi-disant naturelle, qui stipule que l'homme est un loup pour l'homme, inonde les écrans et les gazettes. La trahison, l'infidélité, la perfidie sont valorisées aussi bien que sur les écrans publicitaires que dans les téléréalités, les téléfilms ou les jeux d'avant prime time. Les idées qui circulent dans notre inconscient collectif veulent prouver que l'homme, grâce à sa haute intelligence et à ses connaissances, pourrait modérer l'âpreté de la lutte pour sa survie. Elle véhicule en même temps l'idée que la lutte menée par tout animal pour survivre au milieu de ses congénères est identique à celle que mènent les hommes pour survivre entre eux, et qu'il s'agit tout simplement d'une loi de la nature. Je ne peux accepter cette opinion parce que je suis persuadé qu'admettre une impitoyable guerre pour la vie au sein de chaque espèce et voir dans cette guerre une condition de progrès est une affirmation dépourvue de preuves et d'une observation directe et sérieuse. La cupidité, gagner, 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 est élevée au rang de l'exemplarité morale. L'école elle-même, à son insu, enseigne aux élèves sous couvert de réussite comment mieux se vendre. Cette vision des choses propose aux jeunes générations une sorte de merchandising où tout se vend, tout s'achète, même les idées, même la liberté, même l'amour. Une école qui sous-tend que le bien dans la vie collective se résume à jouer des coudes, à se frayer un passage dans une foule et par extension à manœuvrer pour parvenir à ses fins aux dépens d'autrui, ne peut pas retenir mon adhésion.
Réussir, voilà la misérable ambition qu'elle propose trop souvent aux nouvelles générations. La dégradation des mœurs, et je ne parle pas de cette dégradation qui n'est que le résultat de vices privés, cachés, recouverts par la honte et qui prendrait le dessus, mais bel et bien d'une dégradation voulue, organisée et dirigée qui devient le moteur même de la société de consommation. Cette dégradation a vidé le mot moral de toute sa substance. Il est devenu clivant, voire même tabou, jusqu'à en paralyser son réemploi. La morale se tartine sur n'importe quelle biscotte. La morale est devenue interchangeable et selon les moments et je tourne la page, et les intérêts, les conduites considérées vicieuses sont louées comme vertueuses. Par exemple, en période de guerre, les verbes tuer, torturer et piller deviennent dignes de louange, d'héroïsme patriotique, et ce n'est pas seulement dans cet exemple extrême que le vice est devenu officiellement vertu, car la société de profit est devenue la guerre en temps de paix. Actuellement, prévaut dans nos sociétés évoluées un état d'esprit de mercenaires, sans foi ni loi, le peuple entièrement ballotté par les vagues inquiètes d'un monde sans pitié. Même notre chère démocratie directe est de plus en plus revendiquée par l'extrême droite. Aujourd'hui, il me paraît indispensable de la décortiquer et la revendiquer dans ses valeurs humaines non discriminatoires et équitables. En effet, comme l'a écrit en 1932 Aldous Huxley dans son livre Le meilleur des mondes, la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Je reconnais néanmoins qu'en dehors des États et des gouvernements, les initiatives citoyennes du mieux vivre ensemble se multiplient ces dernières années. On assiste à une vraie pépinière de projets autogérés ou d'inventions pour résoudre les problèmes du monde. Projets associatifs, coopératives, entreprises sociales et solidaires, actions entre voisins, etc. Tous en faveur d'une société qui tient compte de l'urgence écologique et solidaire. Aussi solitaire, malheureusement. Comment alors s'engager pour un monde plus fraternel et plus juste ? Malheureusement, je constate que sous la bannière de l'engagement, ce sont de nouveaux privilèges et de nouveaux préjugés qui y sont substitués, des minauderies politiquement correctes. Un nouveau conformisme de l'engagement qui évite en réalité de briser le consensus social dominant. Peut-être les héroïnes et les héros sont fatigués. J'observe que la plupart des engagements sont théâtralisés et s'affirmer altruiste et solidaire revient souvent à rejoindre le consensus dominant sans volonté réelle de résoudre les problèmes de façon structurelle et conjoncturelle. La solidarité contemporaine telle qu'elle est vécue devient gratifiante et procure l'assurance de recevoir des approbations ou d'être couvert de lauriers. La solidarité devient un trampoline pour booster son ego, notre soif de reconnaissance, comme si nous avons besoin que les autres voient et valident qui nous sommes et ce que nous faisons. Le narcissisme est devenu socialement acceptable. Ça, c'est dans Pierre Bourdieu, la distinction, il a écrit ce livre, je ne sais plus, en 1970, je crois, Critique sociale du jugement aux éditions de Minuit. La bonne conscience règne sans partage. Elle est même portée par le show business. Les politiciens, peut-être à leur insu, aiment parader dans le rôle de moteur du progrès social et moral. Ils volent la parole au peuple. Ils parlent à sa place. Ils donnent des leçons. La pensée unique souffle à l'oreille du peuple ce qu'il doit penser. Non que l'inégalité sociale et économique, les privilèges, l'exploitation abusive du travail d'autrui soient injustes, mais qu'on s'en sortira grâce à la croissance économique, au retour de l'emploi et au divertissement puéril qui se substitue à la vraie vie.
La démagogie, la manipulation des masses sont devenues en quelque sorte le Viagra de ce consensus. La pensée dominante remplace sur un mode de contrefaçon stérile, de caricature assez habile, l'exercice légitime d'une pensée plus indépendante, franc-tireuse et émancipée. Je suis persuadé que l'entraide est un facteur essentiel de la survie des sociétés humaines. Et ça, on peut le prendre dans Pierre Kropotkin, L'entraide, un facteur de l'évolution aux éditions Nada. Comme je l'ai suggéré au début de ce texte, la politique, dans le sens d'engagement sociétal, et la religion, dans le sens suggéré par les étymologies les plus citées aujourd'hui, qui sont religere en latin, signifiant relire, et relier, religare, signifiant relier, sont encore bien présents dans nos sociétés, peut-être encore en partie nécessaires. Elles sont pour moi des illusions, des restes d'un cheminement de raison pas encore abouti. Essayons par la persuasion et la raison à favoriser l'évolution positive des hommes, les rendant plus compétents plutôt, pour construire un monde meilleur. Nous revoilà. Utopie, un monde meilleur? Quelle serait la structure de société la plus favorable à la fraternité et la justice, et de ce fait la plus éloignée de toutes les formes de violence? Je me hasarde à en décrire brièvement ma vision, mais je peux déjà dire, malgré les énormes obstacles à franchir, qu'elle ne le sera pas autoritaire et que le progrès humain sera pour moi autogestionnaire. Le symbole de la structure de société que j'affectionne n'est pas arborescent, mais il s'approcherait plutôt du rhizome. Le rhizome diffère d'une racine d'un arbre par sa relative horizontalité. Cette image, je l'ai tirée de la théorie du rhizome développée par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans son organisation horizontale, omnidirectionnelle et vivace. L'inspiration d'un tel système de fonctionnement vient aussi des travaux mathématiques qui ont abouti à la popularisation des fractales, les fractales étant des objets mathématiques tels des courbes et des surfaces qui sont trop irrégulières pour être décrites efficacement en termes géométriques traditionnels. Cette vision se penche sur les implications possibles, philosophiquement et ou artistiquement viables, ainsi que sur les ouvertures possibles dans ces applications sociales et politiques en devenir, en imaginant des configurations inédites en mutation permanente. Le rhizome porte en lui en utopie ce caractère vivace de ce qui est provisoire, inscrit dans le présent, créatif, ouvert. J'utilise le rhizome comme une allégorie, un modèle descriptif et symbolique dans lequel l'organisation des éléments ne suit pas une ligne hiérarchique, avec une base ou une racine ou un tronc, offrant l'origine de plusieurs branchements, mais où tout élément peut affecter ou influencer tout autre. Étant polymorphe, le rhizome n'a par conséquent pas de centre, une caractéristique qui le rend particulièrement intéressant pour la philosophie sociale et politique non autoritaire et libertaire à laquelle j'adhère depuis bientôt 50 ans, ça ne me rajeunit pas. Un état d'esprit où il ne peut y avoir en son sein ni cloisonnement arbitraire, ni rétention d'informations, ni de rapport dominant-dominé. Le rhizome est intrinsèquement souterrain, underground, mais les fruits de sa croissance se montrent explicites, improvisés et spontanés. Il est d'abord linéaire, c'est-à-dire qu'il se constitue de proche en proche comme une série et qui peut toujours gagner ou perdre un ou plusieurs de ces éléments. Une organisation rhizomique de la connaissance est une méthode pour exercer une résistance à tout modèle hiérarchique, qui lui, traduit forcément une structure sociale oppressive. J'adhère à ce caractère vivace et créatif, sans centre, de ce qui n'est ni durable, ni éphémère, juste vivant. Je partage la citation de George Sand, « L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve ». Je me suis dit que la volonté de conclure débouche partout sur la discorde et la violence.
On projette sur le monde et sur l'autre notre propre compréhension construite par nos propres préjugés, notre impatience, nos aveuglements. Je laisse la place à un de mes poèmes, donc c'est plus une conclusion, c'est une ouverture, dont je vais vous le lire. La première fois, noir sur blanc, parce que le héros avait les cheveux gris striés de mèches noires, je trafique mon monologue avec des mots en couleur. Je joue de la guitare en duo, une octave au-dessus pour être entendu des oiseaux. Le camion poubelle vient de déchirer l'espace d'un bruit à tournebouler mon estomac, mais cela aurait pu arriver dans un autre endroit, à un autre moment. Ma mémoire ment jusqu'à quel point? L'amour, lui, sous les éclairs de pleine lune. Vivre, ce n'est pas toujours dans mes cordes. Il n'y a pas de libre arbitre. Seule la comédie musicale est une forme primordiale, lancée à grand renfort d'affiches. Je me suis donné la peine de penser un grand coup. Voilà bien des heures que je n'ai pas mangé, mais au fond, je sais que je suis heureux. J'ai la même anomalie oculaire de Spinoza, un fort esprit en mousseline de soie, une vie couleur de miel, la joie assortie à mes yeux. Le souffle d'une amoureuse en train de partager des coquilles gourmands, la pancarte annonce par ici le rétablissement de la fortune pour tout le monde, mais j'ai mes bagages à faire et la note à régler à l'auberge de la poésie. Et voilà, nous arrivons à la conclusion de cette émission de un peu philosophie en ligne, je ne sais pas comment vous l'appelez. Chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes en compagnie de Diego à la technique, qui s'est évertué à me plaire, ce qui me fait plaisir. Et moi, j'espère vous avoir intéressé. Et c'est sûr que tout ce que je fais, c'est assez dense, mais c'est ma façon de propager la joie de vivre surtout. Vous êtes sur Radio Sunshine, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.